Radio G. Les rendez-vous de la Viso. Lise Gutmann. Radio J. Lia Cavaglione, bonjour. Bonjour Lise. Alors je rappelle que vous faites partie de la section Viso à Vive, c'est important de le préciser, et qu'aujourd'hui nous avons une invitée. Il s'agit de Julie Guèze, que Lia, je vous laisse nous présenter. Merci. Bonjour Julie Guèze. Bonjour Julie. Bonjour Lia. Vous êtes notaire de formation, vous avez monté votre cabinet de recrutement et votre agence d'intérim Lions, tournée vers les candidats, mais aussi RPO, qui externalise le recrutement dans les PME. Vous êtes aussi coach en programmation neurolinguistique. Alors Julie, première question, le recrutement, c'est au cœur de votre métier. Quelles sont les clés selon vous d'un recrutement réussi ? Alors, très bonne question. Les clés d'un recrutement réussi, pour moi, au départ, c'est vraiment déjà comment on fait passer l'entretien, les manières de pouvoir mettre à l'aise le candidat, faire en sorte que le candidat se livre le plus possible lors de l'entretien. Un recrutement réussi, c'est du coup avoir le bon profil pour le bon poste. Donc, c'est beaucoup de préparation en amont pour être sûr de pouvoir viser la bonne personne. Et c'est aussi l'intégration du candidat. Donc, c'est bien beau de trouver le candidat qui correspond. C'est aussi comment on va pouvoir l'intégrer à l'entreprise et le faire évoluer correctement. Voilà. Donc, moi, les clés d'un recrutement réussi, c'est vraiment toute la préparation qu'il y a autour et l'après. Et les 3 premiers mois. Exactement. Ou les 6 premiers mois. Les 6 premiers, tout à fait. Exactement. Légalement. Mais moi je me pose une question, qu'est-ce qu'une programmation neurolinguistique ? Alors, c'est une bonne question. En fait, c'est une technique de coaching qui permet en fait de trouver. Alors, le but c'est de coacher par l'art du questionnement. Donc en fait, le coach amène la personne à réfléchir, voilà, sur des éléments personnels en posant des questions et pour que justement la personne en face trouve elle-même la solution grâce à ces techniques. Oui, alors, donc c'est important. Alors, quel est l'entretien le plus catastrophique auquel vous ayez assisté ? Ah, écoutez, il y en a eu pas mal. Il y en a eu pas mal. Il y en a eu pas mal. Ah oui, statistiquement, avec le nombre de candidats que j'ai pu recevoir ces 6 dernières années, il y en a eu. Écoutez, le plus catastrophique, ce sont des candidats qui ne parlent pas, qui ne se livrent pas. On a beau essayer de les mettre à l'aise, on a beau essayer de tout faire. Ce sont des candidats qui n'arrivent pas à se livrer tout simplement parce qu'on est là un peu pour aller en profondeur, pour essayer de comprendre. Aujourd'hui, on est OK sur les hard skills, c'est-à-dire vraiment comprendre les compétences techniques. Ça, vous pouvez maintenant, je trouve, facilement déterminer ces éléments. Mais les soft skills qui concernent vraiment les éléments liés à la personnalité du candidat, ce sont des éléments qu'on a besoin d'aller creuser. Ce sont des éléments qui sont de plus en plus demandés par les entreprises et prennent limite un petit peu plus le dessus. Et donc, un entretien dans lequel on essaye de creuser, on n'arrive pas à voir vraiment les éléments vraiment intrinsèques de la personnalité du candidat, c'est compliqué. Donc, effectivement, les candidats qui sont pris un peu de mutisme et qui n'arrivent pas à se livrer, on se dit que l'heure va être longue. Oui, c'est sûr. Et ce qui, d'ailleurs, ça fait du sens. On expliquait tout à l'heure ce que c'est que la PNL. Ça fait du sens dans votre approche qui est tournée vers les candidats et pas uniquement vers les recruteurs, de s'intéresser un petit peu plus à ces soft skills en essayant, pour ceux qui sont peut-être plus difficiles d'accès, de chercher, s'ils le veulent, à se développer. Complètement, exactement. D'ailleurs, le coaching, j'ai voulu être formée justement pour ça, parce que je sentais que les candidats, les clients avaient besoin de coaching, se livraient quand même pas mal, mais j'avais besoin d'avoir des outils pour leur permettre d'aller un peu plus loin. Et ça me sert beaucoup au niveau des RH, parce qu'effectivement, ça me permet d'aller plus vite et de mieux cibler, si vous voulez, les types de personnalités. Complètement. Ouais, c'est très logique. Alors Julie, depuis le Covid, on a beaucoup entendu parler de la grande démission, ou aux US on dit the big quit. Cet élan de départ volontaire des jeunes de leur entreprise. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que cherchent les jeunes aujourd'hui dans leur travail, enfin les jeunes générations, X, Y, Z, et est-ce que les entreprises sont armées pour y répondre ? C'est une bonne question. Alors, on a beaucoup parlé du télétravail. Aujourd'hui, on y revient un petit peu. Depuis le Covid, je pense qu'aujourd'hui, c'est limite devenu un petit prérequis. Donc, les gens ont envie d'avoir 1 ou 2 journées de télétravail par semaine. Mais j'ai envie de vous dire que ça touche toutes les générations, pas vraiment que les jeunes. Mais ce qu'on remarque spécifiquement pour les jeunes générations, c'est l'équilibre vie pro, vie perso.
qu'on n'avait pas, enfin la génération des quarantenaires et plus n'avait pas forcément intégré. On était plutôt sur sur de la performance, sur du travail assez. Je fais une généralité, mais en gros c'est ce qu'on trouve. Mais en fait, les jeunes générations veulent vraiment travailler moins. Et les hommes comme les femmes ? Les hommes comme les femmes, ouais, Ah oui, c'est pas important. c'est pas du tout genré. Oui. Les hommes comme les femmes, c'est vraiment générationnel, ont besoin maintenant de se dire qu'ils peuvent terminer tôt, qu'ils peuvent faire du sport, qu'ils peuvent aller chercher les enfants à l'école. Leurs enfants, qu'ils peuvent prendre du temps pour eux. On est dans une mouvance où les gens font peut-être un peu plus attention à eux, à leur équilibre. On a beaucoup parlé de burn-out, je pense que peut-être ça leur fait peur et ils ont besoin vraiment plus de se protéger. Donc c'est vraiment la cassure qu'il y a entre les anciennes générations et les nouvelles. Les anciennes qui comprennent pas vraiment parce qu'ils n'ont pas été habitués à ça, et les nouvelles qui ne demandent que ça. Donc en fait, il y a une vraie adaptation qui se joue à ces niveaux-là. Oui, et justement, dans votre métier, comment est-ce que vous arrivez, puisque vous êtes vraiment le lien en fait entre les deux, ceux qui peut-être des fois comprennent moins et enfin, finalement, on n'a qu'à dire que c'est deux types hétérogènes qui ne se comprennent pas forcément. Ouais. Comment est-ce qu'on fait le lien entre les deux et comment est-ce qu'on propose peut-être des alternatives ou des innovations dans le travail ? Alors, c'est compliqué parce qu'en fait, l'ancienne génération, il y en a pas mal qui ont compris que c'était maintenant vraiment un sujet important chez les jeunes et qui ont besoin maintenant au niveau de leur marque employeur de faire en sorte d'attirer les meilleurs talents et ils doivent se plier à ça. Donc j'ai envie de vous dire qu'il y a deux catégories. Il y a Ils la l'acceptent. Ils l'acceptent, oui. Je pense que la plupart des boîtes un peu tournées, qui sont sur du management un peu humaniste, dans lequel ils comprennent, ils essayent d'intégrer ça. Et oui, ils l'acceptent. Ceux qui l'acceptent moins doivent quand même s'y mettre un petit peu pour attirer les talents de demain. Et par contre, ceux qui sont complètement fermés à ce type de nouvelles manières de vivre la vie au travail, malheureusement, ont beaucoup plus de mal. Et nous, en tant que recruteurs, on a beau essayer, on ne change pas forcément les gens. Et malgré nos conseils, parfois, on n'a pas trop de résultats. Donc, c'est aussi à nous de choisir nos clients qui peuvent fitter avec ce type de profil jeune. Alors, ce qui peut être intéressant aussi, c'est que c'est vrai que dans ces jeunes générations, on entend souvent les jeunes qui disent moi j'ai un contrat et puis ce contrat, il n'y a rien d'affectif, je donne mon travail, à la fin je reçois mon salaire. C'est presque comme si, et en parallèle, on a aussi cette poussée vers l'entrepreneuriat. On a l'impression que les jeunes il y a eu cette poudre aux yeux des startups et donc. Pourquoi je vous pose la question ? Parce que Julie, vous travaillez aussi beaucoup avec les startups et les entreprises en développement. Est-ce que finalement, on peut imaginer que donner de l'equity, donner un peu de part dans la société, est-ce que c'est peut-être des drivers qui vont plus intéresser les jeunes ? Est-ce qu'ils se donnent davantage si c'est plus qu'un contrat de paye ? Alors, c'est une vraie question. Moi, ce que j'ai constaté en parlant avec pas mal d'entrepreneurs, notamment des startups, des scale-up et même des PME, c'est qu'en fait, la plupart des jeunes n'ont pas forcément intégré l'avantage des BSPCE ou d'autres types d'intéressement. Vous nous parlez en sigle, pardon. Expliquez-vous, parce que je crois que nos auditeurs ne comprendront plus rien, pas. Ce qui serait dommage, Lia. Alors, pardon. Alors, effectivement, les types de boîtes type PME qui recrutent des jeunes vont essayer forcément de proposer peut-être de l'intéressement. Alors, l'intéressement, ce sera peut-être plus pour des seniors, c'est-à-dire leur donner des parts en action sur leur activité. Après, pour les juniors, ce sera plus de l'intéressement classique en entreprise. Ils vont essayer de trouver tous ces leviers pour permettre d'intéresser les gens au travail. Mais j'ai envie de vous dire que c'est pas forcément déterminant dans l'implication des jeunes au travail. Donc c'est même pas une façon de revoir le capital du travail, quoi. Pas vraiment, parce qu'en fait on parle vraiment d'équilibre vie pro vie perso et on est moins porté, de ce que j'ai pu constater, sur l'argent. Donc si vous voulez, si vous leur dites vous allez avoir plus d'argent, vous allez avoir un intéressement sur les parts, super, mais alors ça va concerner un certain type de jeunes, et les autres vont plus dire moi je m'en fiche de l'argent, moi ce que je veux c'est pouvoir vraiment travailler avec un rythme qui me correspond et un rythme de vie qui me va et qui m'épanouit. C'est très clair. Alors, un petit peu plus sur vous, Julie. Comment, justement, pour votre parcours, comment est-ce qu'on passe de notaire à ensuite recruteur, entrepreneur ? Quel a été un petit peu plus quels sont les déclics
qui vous a amené là? C'est une très bonne question aussi. Vous voyez, là, vous me parliez tout à l'heure des termes un peu techniques que j'ai intégrés. Oui. Il y a encore 6 ans, quand je quittais le notariat, je ne connaissais absolument pas l'entrepreneuriat et j'ai été, du coup, on va dire propulsée dans ce milieu, dans cette jungle avec tous ces acronymes qui ne me parlaient pas du tout. Bien sûr. J'ai appris à m'adapter. Comment je suis passée de notaire à recruteur, tout simplement parce que j'ai été jusqu'au bout du notariat. Je me suis rendu compte clairement à un moment que je n'aimais pas ce métier, que c'était un métier très noble, que c'était un métier magnifique, mais c'était un métier qui me permettait de faire plaisir à mes parents. Voilà. Ah oui, carrément. Carrément. Donc voilà, mes parents étaient ravis de dire que leur fille était notaire, mais je le dis clairement. Moi, j'étais ravie aussi, parce qu'il y a un côté quand même très noble dans cette profession. C'est quand même beaucoup d'études. Hein. C'est beaucoup d'études, beaucoup de sacrifices. J'ai voulu aller jusqu'au bout. J'ai pas eu un parcours linéaire au niveau de mes études. J'ai dû pousser un peu des portes et essayer de me frayer un chemin parce que c'était pas évident, le droit. Mais j'y suis arrivée. J'ai voulu me prouver que j'étais compétente. Dans mon domaine. Et en fait, quand j'ai réalisé que j'ai été jusqu'au bout, je recevais mes rendez-vous de signature, j'étais sur l'immobilier des particuliers, donc j'étais très intéressée par la relation humaine. Les rendez-vous, j'adorais ça. Mais par contre, tout ce qui était technique juridique, j'aimais pas trop ça. Voilà. Donc, je me suis rendue à l'évidence et j'ai décidé de me lancer en tant qu'entrepreneur. Aussi beaucoup grâce à mon mari qui m'a beaucoup épaulée et qui m'a dit, écoute, on n'est pas fait pour vivre une vie où on est malheureux. On se sacrifie. Et vos parents, ils ont pris ça comment ? Ah bah pas très bien. Sans être trop intrusive. Bien sûr, écoutez, les parents, au départ, je me rappelle de mon père qui disait à ma sœur, mais il faut que tu raisonnes ta sœur, comme si j'étais partie dans une contrée lointaine et que vraiment j'étais devenue la fin du monde. Oui. Voilà, donc après les anciennes générations ont un peu plus de mal à, ils avaient des métiers bien déterminés, avocats, notaires, médecins, experts comptables. On avait vraiment un côté très carré. Et puis carré dédié, exactement. Ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Et le monde de l'entrepreneuriat, c'était une jungle. Donc, il comprenait pas vraiment ce que je faisais. Il y a même un moment où je suis allée le voir en lui disant est-ce que tu sais ce que je fais, en fait ? Et donc, finalement, il m'a quand même dit qu'il avait compris. Mais il faut expliquer toujours. C'est important. Alors, justement, comment est-ce qu'on trouve le bon associé ? Et quels conseils est-ce que vous pourriez donner à de jeunes entrepreneurs dans ce domaine ? Alors, le bon associé, c'est vraiment une question qui est très importante. Je vois beaucoup autour de moi d'associations qui n'ont pas marché. Donc, effectivement, je pense que le choix de l'association, c'est vraiment très important parce que c'est un mariage. Hein. On est avec son associé sur un projet commun. Et moi, je vous avoue que le bon associé, je me suis fiée à mon feeling. Voilà, moi, je marche beaucoup au feeling. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment le conseil le plus adapté, mais je me suis vraiment fiée à mon feeling. Alors, j'ai eu de la chance, c'est qu'on avait une amie en commun, donc c'était un des très, très bons amis de ma meilleure amie. Donc, je trouve que c'était quand même un bon indicateur. Bien sûr. Et surtout, j'avais conscience que j'avais vraiment la technique juridique et que je connaissais le métier opérationnel puisque j'allais faire du recrutement de notaire. Et donc, je savais qu'il me fallait vraiment la dimension business, entrepreneuriat que je n'avais pas, les codes, et puis la mécanique. Et donc, je me suis dit, il faut vraiment que je puisse être complémentaire. Et j'ai voulu trouver quelqu'un, et c'était lui, qui pouvait avoir fait une école de commerce. Et donc, il a fait l'ESSEC. Et je me suis dit, ça sera le parfait match pour nous permettre d'avancer à deux. Voilà. Maintenant, on ne fait plus que du notariat, mais on s'est ouvert sur les entreprises de manière générale. Et voilà, et ça marche quand même. Et du coup, le notariat, ça a continué quand même, d'une façon ou d'une autre, dans votre vie ? Alors, le notariat, toujours, il y a toujours un fond sur le notariat, parce que c'est mon métier initial, et effectivement, c'est un métier que c'est un secteur que je connais bien, que j'affectionne particulièrement, et qu'on me connaît quand même, on commence un peu à me connaître dans le milieu. Mais c'est vrai que j'avais besoin quand même d'autres choses, et avec RPO, ça nous permet vraiment de nous diversifier sur d'autres secteurs d'activité. Donc, on va dire qu'on mène deux activités à la fois. Donc RPO, c'est votre deuxième entreprise que vous avez lancée il n'y a pas longtemps et sur laquelle vous allez,
on dit externaliser en fait le recrutement, c'est-à-dire qu'en fait vous placez des recruteurs RH, enfin ressources humaines, dans des entreprises qui sont en forte croissance et qui donc ont besoin de recruter un petit peu à tour de bras dès qu'elles ont réussi à lever des fonds. En fait, c'est finalement comme ça. Ou pas. Non, ça peut être pour les PME dès que vous avez eu, à partir de, effectivement, la description est la bonne, mais en fait, on s'est rendu compte que quand on avait des besoins de recrutement, que ce soit à partir de 2-3 recrutements par an, on allait appeler classiquement un cabinet de recrutement parce qu'on n'avait pas le temps et qu'on allait externaliser ça. Et en fait, la valeur, aujourd'hui, on est sur on a envie de faire passer en fait cette image du recrutement qui est un peu à l'ancienne et de se dire qu'on peut l'adapter avec une nouvelle vision qui est avoir quelqu'un, on va dire, in résidence dans son entreprise pour s'occuper de tout le recrutement de manière générale. Et en fait, il y a beaucoup de boulot. En fait, quand vous déléguez la recherche uniquement à une entreprise, un cabinet de recrutement, super, mais il n'y a que un tiers du boulot qui est fait. En fait, il y a toutes les candidatures entrantes, il y a comment on intègre le candidat, comment on aide à rédiger la fiche de poste, à l'adapter. Il y a des adaptations constantes dans une entreprise. Et en fait, d'avoir quelqu'un qui est dédié qu'à ça chez vous, c'est finalement beaucoup plus rentable et beaucoup plus productif. Et est-ce qu'on dit toujours cabinet de recrutement dans le vocabulaire actuel? Oui, toujours. Ouais, complètement. D'accord. Ouais, Ok. Heureusement, certaines choses ne changent Certaines pas. choses Lise. ne changent pas. Non, je demande. C'est important. C'est vrai, tout à L'IA. l'heure, on parlait un petit peu de nouveau vocabulaire, en effet. Alors, pour revenir sur l'entrepreneuriat, justement, ce qui m'intéresse, c'est un petit peu votre vue sur l'entrepreneuriat au féminin. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui pour vous? Et puis, on est très fiers de vous recevoir ici. On a un peu moins d'entrepreneurs féminines que masculins. Oui, l'entrepreneuriat au féminin. Alors déjà, de mon point de vue, c'est assez bateau, mais c'est pas évident de gérer sa vie de famille. Et moi, j'ai 3 enfants. De gérer sa vie de famille, de gérer ses autres bébés, j'ai envie de dire, parce que c'est quand on a monté son business, c'est vraiment son bébé, donc on y met beaucoup de cœur et d'énergie. Famille très nombreuse, donc. Ouais, très 3 nombreuse, plus 2. 3. Ouais, c'est ça, oui, très nombreuse. 3 plus 2 il n'y a pas de entreprises. carte famille très nombreuse. Mais l'entrepreneuriat au féminin, voilà, c'est pas évident parce qu'effectivement, il y a tout à gérer. La charge mentale de la femme, on a beau dire, mais elle est clairement pas la même que celle d'un homme. Donc ça fait une double charge mentale. Donc maintenant, je pense que c'est très important de se dire qu'il faut qu'on s'épanouisse et c'est bien de pouvoir tout gérer. Je pense que ça montre aussi qu'on est pluridisciplinaire, on est multifacette et que voilà, c'est notre force et ça renforce l'image de la femme, je trouve, dans la gestion du quotidien. Et multitâche aussi. Et multitâche, c'est important. exactement. Julie, vous qui avez l'occasion, on en a parlé un petit peu tout à l'heure au début, de coacher des candidates, quelles sont selon vous les croyances, alors on appelle ça les croyances limitantes, qui sont les plus communes aux femmes, que vous retrouvez en entretien, en recrutement, et quels sont les conseils que vous donneriez aux femmes justement qui nous écoutent pour avancer dans leur carrière? Oui, alors les croyances limitantes, je pense que je constate pas mal de peur peut-être de se lancer, de peur il y a toujours ce syndrome un peu de l'imposteur que la femme a. Et effectivement, le but, c'est moi, ce que je pourrais donner comme idée, c'est lancez-vous, en fait, on n'a qu'une vie et il ne faut pas hésiter parce que voilà, la route est belle et en prenant des risques, on arrive à faire de belles choses. Donc, il ne faut pas hésiter. Merci beaucoup, Julie Guèze. Il faut se lancer. Il faut se lancer, c'est le plus important. Et vous connaissiez la Viso avant de rencontrer l'IA? Non, pas du tout. Voilà, maintenant vous connaissez. Maintenant, je connais. Merci. Voilà, la Viso, c'est tous les vendredis. Rendez-vous. C'est tous les vendredis, c'était pas que, mais en ce moment, c'est effectivement tous les vendredis, rendez-vous au Trocadéro Entre autres, oui. à midi pour Midi justement... 1 quart, je crois. Midi, ça commence exactement à 12h15. Donc, si Oui. vous voulez avoir des petits ballons, des pancartes et venir aider, venez à partir de midi. On a donc un rassemblement des Mères de l'Espoir et on sera là, on se rassemblera à Place du Trocadéro jusqu'à la libération des derniers otages tous les vendredis midi. On vous attend. Je place aussi juste un petit mot pour dire que dimanche dernier, donc il y a 10 jours, nous avions
fait la convention annuelle de la bien Viso. sûr, pour laquelle j'avais interviewé notre présidente. Exactement, Nathalie. Ça s'est bien passé. Et ça s'est très bien passé. On a eu beaucoup d'adhérentes et de nouvelles personnes et aussi de personnes de la section Viso à Vive qui sont venues. C'était fort intéressant. Voilà, on a une année devant nous où on a encore beaucoup de choses à construire et on vous remercie en tout cas pour le temps dans l'émission. C'est normal. Voilà, merci, Merci à vous. Lia Cavaglione de Viso à Vive, on le répète, et puis merci beaucoup à Julie Guèze pour avoir partagé votre quotidien professionnel avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Au Merci. revoir. Au revoir.